Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce journal. Au sommaire, le gouvernement rwandais apporte son aide aux populations victimes des inondations. Les sinistrés sont relogés dans les régions plus sécurisées par rapport aux catastrophes climatiques. Le siège du groupe pétrolier Shell à Londres a été la cible d'une manifestation anti-pollution par des écologistes. La manifestation a eu lieu alors que les actionnaires du groupe étaient en pleine assemblée. Les détails à découvrir dans ce journal. Et puis nous irons à la découverte du couvert végétal togolais, particulièrement la région des plateaux, qui brille par sa verdure et par la richesse des différentes espèces d'arbres. C'était les titres. Place au développement. Les autorités rwandaises ont décidé de reloger les populations victimes des récentes catastrophes naturelles. Les inondations et les glissements de terrain ont déjà fait plus d'une centaine de victimes. Les populations situées dans les zones à risque sont déplacées vers les régions plus sûres. Vivas Amana pour les précisions. Les récentes catastrophes climatiques qui ont frappé l'Afrique australe et du centre n'ont pas épargné le Rwanda. De fortes pluies ont déjà fait près de 140 victimes dans le nord, l'ouest et le sud du pays. Ainsi, dans l'optique d'apporter son aide aux victimes des inondations et des glissements de terrain, le gouvernement rwandais a décidé de relocaliser les ménages sinistrés. Les populations sont installées dans des camps situés dans des régions non risquées. Ce qu'il reste à faire, c'est de veiller à ce que les victimes soient réinstallées dans d'autres zones, loin des endroits désignés comme zones à haut risque. La réinstallation implique une sélection. Nous identifions qui était propriétaire de terre avant les inondations, qui possédait une maison, qui a besoin d'une indemnisation et qui n'en a pas besoin. Puis nous les réinstallons dans des maisons qui ne se trouvent pas dans des zones à haut risque, explique Alain Mukurarenda, porte-parole adjoint au gouvernement rwandais. Plusieurs fonds ont été mobilisés rapidement par les autorités et les personnes de bonne volonté pour venir en aide aux sinistrés. Cette opération de relocalisation concerne près de 20 000 foyers qui habitent dans les zones à risque des catastrophes naturelles. Le président Paul Kagame s'est même rendu sur l'un des sites touchés pour apporter son aide aux populations. Les personnes sinistrées et relocalisés témoignent leur gratitude à l'État rwandais. Même si certains ont hésité à s'installer dans ces maisons, il est important de noter qu'en ce jour, nos vies ne sont plus en danger. Si l'on considère toutes les vies qui ont été perdues dans les inondations et la destruction que cela a causé, nous sommes reconnaissants pour le programme de réinstallation que nous avons reçu de nos dirigeants. Soutient Maria Mukanjira, sinistrée des inondations, relocalisée par le programme gouvernemental. Le programme des Nations Unies pour le développement PNUD estime à plus de 130% le taux d'augmentation des catastrophes naturelles au cours des 2 dernières décennies sur le plan mondial. Le Rwanda est l'un des pays les plus vulnérables de par sa position géographique. À l'heure où le réchauffement climatique de la Terre s'accentue de 1,1 degré Celsius, l'Afrique se réchauffe doublement par rapport à la moyenne mondiale, selon le programme des Nations Unies pour l'environnement. Ceci augmente les précipitations extrêmes dans plusieurs régions du continent. Des solutions doivent être rapidement trouvées et mise en exécution pour le bien-être des populations et la préservation de l'environnement. La Côte d'Ivoire protège sa forêt avec la construction des murs autour d'elle pour éviter qu'elle soit envahie par la ville. Cette initiative permettra de restaurer le couvert végétal de ce pays et d'attirer plusieurs touristes. Les précisions dans le commentaire qui suit. Les réserves naturelles sont des territoires assez protégés dans le monde parce qu'elles regorgent d'énormes richesses végétales et animales. En Côte d'Ivoire, les autorités environnementales ont décidé d'ériger des murs pour protéger les forêts classées d'Abidjan. Cette mesure vise à empêcher que cette forêt soit envahie par la ville. Avec l'urbanisation et la création de nouveaux quartiers qui ont tendance à empiéter sur les limites du parc, l'idée d'ériger des tronçons de clôture pour protéger l'assiette foncière du parc tombe à pic. Le personnel de sécurité patrouille la forêt afin d'éviter que les habitants des quartiers voisins ne viennent se servir en bois ou chasser la faune pour se nourrir. Il faut dire que nous disposons d'une brigade mobile
constitué de commandos forestiers qui assurent la sécurité 24 heures sur 24. Avec tous ces efforts de conservation et d'entretien, l'Office ivoirien des parcs et réserves espère inciter davantage de touristes à explorer le lieu et ses 80 km de pistes cyclables. C'est la première fois qu'on visite une forêt aussi proche d'une grande ville. Et donc c'est très intéressant parce que c'est très accessible et on voit d'ailleurs, on l'entend, il y a beaucoup de monde. Les 3474 hectares de la réserve abritent une trentaine d'espèces végétales en voie d'extinction en Afrique de l'Ouest. Selon l'Union internationale pour la conservation de la nature, la Côte d'Ivoire a perdu près de 80% de ses forêts naturelles en 50 ans. Ceci à cause de l'agriculture, des feux de brousse, de l'exploitation forestière inégale et des mines artisanales. L'utilisation de la glu et des tonderies pour chasser les oiseaux sera interdite en France. Selon le Conseil de l'État français, ces techniques sont illégales et cette mesure permet une plus grande protection des oiseaux. Plus de précisions avec Alessandra Adekombi. Le Conseil d'État a ordonné au gouvernement français d'abroger les arrêtés 4 de 1989 concernant la chasse à la glu et avec des pièges appelés tonderies. Avec la décision du Conseil d'État, il est enjoint au ministre chargé de la chasse d'abroger les arrêtés du 17 août 1989, respectivement relatifs à l'emploi des gluots pour la capture des oiseaux comme des grives et des merles destinés à servir d'appelants dans certains départements de la France. Un délai de 2 mois est accordé à compter de la notification de la présente décision sortie ce mercredi. La chasse à la glu avait en effet déjà été jugée illégale par la haute juridiction administrative française en juin 2021, mais cette décision ne concernait pas directement les arrêtés 4 de 1989 qui restaient donc toujours en vigueur. Ces arrêtés cadres constituent le socle juridique sur lequel se basait chaque année le ministère pour autoriser ces pratiques et fixer des plafonds de prélèvement annuels, rappelle la Ligue pour la protection des oiseaux. Cette abrogation définitive ne permettra plus au gouvernement de récidiver impunément chaque année en autorisant la demande des chasseurs, des pratiques qui sont pourtant illégales, et vient enfin clore une démarche inqualifiable qui n'avait que trop duré. En janvier dernier, la Commission européenne avait demandé à la France de mettre fin aux méthodes illégales de chasse aux oiseaux, comme le recours à la glu, lui donna 2 mois pour agir. L'Assemblée des actionnaires du groupe énergétique Shell à Londres a été perturbée par des cris dans son siège mardi dernier. Les manifestants affirment que Shell ne fait pas assez d'efforts pour réduire les émissions de gaz. Plusieurs appels à l'ordre ont été demandés à la sécurité pour faire sortir les manifestants avant la suspension de la réunion. Plus de précisions dans ce commentaire d'Alessandra Adekombi. C'est en 2016 que le mouvement Follow This tente une première résolution climat durant une assemblée générale de Shell. Les actionnaires activistes écologistes demandent au groupe pétrolier d'aligner ses objectifs de réduction d'émissions de dioxyde de carbone sur l'accord de Paris en prenant en compte l'extraction pétrolière et les émissions en bout de chaîne. À l'Assemblée générale 2023 à Londres, les actionnaires activistes espèrent qu'il faut diminuer les émissions de gaz. Ces actionnaires mobilisés pour le climat sont largement minoritaires, même s'ils sont une dizaine de milliers. Ils pèsent peu dans le capital de Shell, Total Energy, mais leur message semble de plus en plus entendu. Ils sont de profils variés. Il y a des historiques et des nouveaux venus. Également, il y a des militants du climat qui investissent pour mieux se faire entendre. Après l'Assemblée générale de Shell, la résolution climat des mouvements sera présentée aux actionnaires de Total Energy vendredi. Le groupe français leur a doré et déjà demandé de voter contre. Ça serait contraire aux intérêts du groupe, affirme l'entreprise qui incite ses actionnaires à voter le plan climat préparé par la direction. Tout comme les eaux piques, les eaux usées ont une grande importance dans la vie. En Espagne, 98% des eaux usées sont rentabilisées dans l'agriculture. C'est un défi que la région Murcie, au sud de l'Espagne, s'est lancé il y a 25 ans.
Comment l'Espagne a-t-il atteint ce record face aux autres pays de l'Europe qui recyclent seulement 5% des eaux usées? Les éléments de réponse dans ce reportage de France Info. Ça, c'est l'entrée de la station d'épuration. La première phase où arrivent les eaux usées, celles qui viennent de nos salles de bain, de nos lave-vaisselle, des industries, des bars. Une fois que cette eau a atteint les égouts, elle est acheminée à la station d'épuration. Après une trentaine d'heures de tamisage, de filtration, de dégraissage, d'aération et de traitement biologique, l'eau est purifiée. Jusque-là, rien d'original, mais les Espagnols ont rajouté une étape. Cette eau pourrait parfaitement être rejetée dans la rivière, en l'occurrence la rivière Segura, car elle respecte parfaitement la réglementation européenne en matière d'épuration. Mais ici à Murcie, nous la passons au traitement tertiaire qu'on voit juste derrière moi, pour lui permettre d'être utilisée dans l'agriculture. Une dernière filtration à sable, puis un passage sous ultraviolet pour reproduire un processus naturel en rivière, et l'eau rejoindra directement les bassines des exploitants agricoles. Le but est d'irriguer les cultures agricoles, qui peuvent être à la fois une culture de laitue ou un arbre fruitier, comme un pommier. Et puisque l'eau peut être en contact direct avec le fruit ou le légume, elle doit être parfaitement filtrée, totalement désinfectée. Nous réutilisons 98% de notre eau. C'est fou si l'on compare avec les 9% qui sont réutilisés dans toute l'Espagne et avec les 5% au niveau européen. Nous sommes déjà à 98%. Je ne pense pas qu'il y ait une région en Europe qui soit aussi performante que nous. Cette eau recyclée représente aujourd'hui 15% de l'irrigation de la région. Et les agriculteurs espèrent sauver leur modèle économique avec ce type de technologie. En France, un groupe de journalistes appuyé par un scientifique a mené des enquêtes sur la pollution de l'air dans le métro parisien. L'étude, qui a duré 8 mois, est plus élevée que la norme édictée par l'OMS. Chez les passagers du métro parisien, c'est l'inquiétude. Les précisions dans ce reportage de France Info. Pendant 8 mois, une équipe de journalistes épaulée par un scientifique a mesuré la concentration de PM2,5 sur l'ensemble du réseau. Ces toutes petites particules fines au diamètre inférieur à 2,5 microns. Verdict, la pollution globale est 5 fois supérieure aux normes de l'Organisation mondiale de la santé. De quoi inquiéter les usagers. On la sent dans le métro, oui, tous les jours. Qu'est-ce qu'on ressent ? Des difficultés à respirer. Moi, je trouve que c'est pas un air très sain et très respirable. Je prends mon écharpe pour boucher le nez. Je ne ressens pas, mais je suis inquiet. Et cette surpollution est plus forte sur certaines lignes. En moyenne, 3,5 fois supérieure aux normes de l'Organisation mondiale de la santé pour la ligne 5 et le RER A. Des mesures d'air à l'extérieur des stations ont également pu être réalisées grâce à ces capteurs portés par les volontaires de cette étude menée avec le CNRS. Des risques pour la santé sont à craindre. La pollution en général aux particules fines va avoir des conséquences sur votre santé, bien sûr si vous êtes asthmatique, mais il y a aussi une augmentation des AVC, des crises cardiaques, lors des pics de pollution. On sait aussi qu'il y a une plus forte perméabilité au virus. Les particules polluantes proviennent surtout des systèmes de freinage. Ce matin, la RATP répond que de nouveaux freins vont être mis en place et affirme que des études sur la santé des salariés sont menées régulièrement. Ces études montrent depuis plus de 20 ans, à ce stade, qu'il n'y a pas de surmortalité de nos salariés par rapport à tous les habitants d'Île-de-France. Elles montrent même qu'il y a une sous-mortalité. Une enquête judiciaire est en cours après une nouvelle plainte de l'association d'usagers Respire qui défend la qualité de l'air. En bref, un forum international des jeunes sur le climat aura lieu du 29 au 31 mai prochain à Cara. L'objectif de cette rencontre sera de donner la parole aux jeunes sur les changements climatiques, de partager leurs réflexions et d'y apporter des solutions. Cet événement est une initiative de l'Organisation de la francophonie en partenariat avec le gouvernement togolais. Le Togo dispose d'un grand couvert végétal. Ce dernier est composé de plusieurs espèces. Chaque région dispose de nombreuses espèces utiles pour l'environnement et à la vie des populations.
La région des plateaux, qui est la région la plus verte du Togo, brille par sa richesse en matière de verdure. L'équipe de Green TV International était dans les plateaux pour vous faire découvrir la dimension de ce couvert végétal. Suivons. Le couvert végétal, ensemble des végétaux recouvrant le sol de manière permanente ou temporaire et dont l'objectif agronomique est de protéger le sol de l'érosion par le vent et les précipitations. Au Togo, à plus de 161 km de la capitale se trouve Atakpamé, la ville la plus montagneuse de la région des plateaux qui dispose d'un couvert végétal. De différentes espèces forment ce couvert et le recensement se fait par la Direction régionale de l'environnement et des ressources forestières des plateaux. Nous avons plusieurs familles. Nous avons au niveau de la région 249 espèces conformément aux résultats de l'inventaire forestier national, 249 espèces regroupées en 59 familles. Au nombre de ces espèces, on peut citer entre autres les Kaya sénégalensis, les Pterocarpus, nous avons les Lufira lanceolata, nous avons les Antada africana, nous avons les Daniela oliveri, nous avons également les Pakisonia. Nous avons une multitude d'essences régulièrement en termes de reboisement ou en termes de production de plants quotidiennement. Nous avons le nombre d'essences que les préfectures ont produit. Nous avons 12 préfectures, 32 communes et à chaque fin de semaine, nous compilons les données venant des communes et des préfectures. Nous avons également d'une manière quinquennale les inventaires forestiers nationaux qui sont organisés. Pour garder ce atout végétal et l'entretenir, plusieurs actions sont menées pour renforcer la protection de ce couvert végétal. D'abord, c'est le reboisement. Le reboisement, c'est la sensibilisation à travers les émissions ou le renforcement des capacités. Et depuis 2020, le gouvernement également s'est engagé dans la double ambition quinquennale et décennale d'étendre le taux de couvert forestier à horizon 2025 à 25% et de reboiser 1 milliard d'arbres à horizon 2030. Donc, à travers cette double ambition, nous encourageons, nous mobilisons les terres, nous mobilisons les acteurs, nous renforçons les capacités de certains acteurs pour pouvoir accompagner la politique du gouvernement et ensemble pour lutter contre le phénomène des changements climatiques. Malgré les efforts, quelques difficultés freinent les acteurs en charge de la protection de ce couvert végétal. Il faut dire que nous avons la bonne volonté de travailler. Malgré les efforts du gouvernement, on est encore limité. Le gouvernement fait des efforts, mais au jour d'aujourd'hui, pour ce qui est de la région des plateaux, il faut dire que nous avons 12 préfectures et 32 communes, mais nous n'avons que 106 agents pour couvrir toute la préfecture, ce qui ne rend pas les tâches faciles pour nous. Donc, nous demandons et nous faisons toujours des plaidoyers pour voir dans quelle mesure on pourra avoir cette opportunité de recrutement. Nous avons également le phénomène anthropique qui dégrade les ressources forestières à travers l'abattage anarchique des arbres, la transhumance, les feux de végétation et bien d'autres fléaux vraiment qui viennent miner les efforts des citoyens togolais. La région la plus verte du Togo fait des efforts pour garder son statut. La contribution de tous pour renforcer le couvert végétal dans toutes les régions du pays est de mise. Ainsi s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Green TV International. Au revoir et à très bientôt.